Mon projet, il a beaucoup plus d'essence en étant ici qu'est caché n'importe où dans Marseille. Nous ici, nous, on a une machine extraite. Comment on va préparer? Et là où on va jouer. Amigo! Et parmi toutes les cultures qu'on peut trouver à Noailles, il manquait la culture latino-américaine. Je m'appelle Juan Pulgarin. J'ai créé en fait ces projets qui s'appellent El Barrio. C'est une épicerie, restaurant et torréfaction des cafés colombiens dans les centres-villes de Marseille, dans le quartier de Noailles. Pour la partie torréfaction, c'est moi-même en fait qui s'occupe de la torréfaction. C'est un choix de conviction en fait d'être à Noailles, c'est parce qu'il me paraissait très important de montrer la culture en fait latino-américaine dans les centres-villes de Marseille. Il y a une pensée des bases, c'est de pouvoir rassembler en fait la communauté et de trouver en fait certains ingrédients en fait qui sont vraiment typiques et indispensables, qui sont impossibles à trouver en fait dans n'importe quel commerce. J'ai la chance en fait d'être dans un marché, donc beaucoup de choses en fait viennent autour de mon restaurant. Si moi je vends les farines et les piments, à côté ils vont aller trouver la banane plantain, les maniocs, qui sont vraiment aussi des ingrédients en fait dont on a besoin en fait pour faire la cuisine latino-américaine. Il y a énormément de diversité dans les cuisines de chaque pays et dans les préparations culinaires. Mais nous partageons beaucoup de choses. Il y a, je pense, 2 ingrédients qui, peu importe le pays, ils sont présents partout. Nous consommons tous des maïs. Nous ne sommes pas consommateurs de blé, nous sommes des consommateurs de maïs. Et nous consommons tous du piment. No todas. No, no las cortes. Pélelas. No, es lo que estoy diciendo, que pelarlas, no cortarlas. No, pélelas, todas. Alors, on va appeler ma fille. On va dire bonjour à Janine. Ma fille est née 1 semaine exactement après l'ouverture du restaurant. J'ai ouvert le 1er mai, ma fille est née le 8 mai. Ouais. Comment? Amigo, 2 bébés en même temps. Janine! Comment ça va, chérie? Mais ça fait longtemps. Bah oui, je me demandais si tu m'aimais plus. Je me demandais si pendant mon absence, tu avais été maltraité, du coup tu venais plus. T'es chic aujourd'hui. Oh, tu sais que mes grains de café, je les ramasse. Tu ramasses des grains de café? Je ramasse des grains de café. J'aime beaucoup accueillir, j'aime beaucoup recevoir les gens. Et j'aime beaucoup que les gens ils aient l'impression de se sentir un peu à la maison et tranquille. C'est simple. C'est un lieu simple. C'est un lieu de partage, c'est un lieu. C'est une des grandes qualités du café, que ce soit ici dans ces cafés colombiens ou dans n'importe quel coffee shop. Et c'est impressionnant en fait les liens qu'il peut créer une tasse de café. Ouais, ils sont un peu... Ici, donc, un torréfacteur de café, c'est comme un four avec un tambour à l'intérieur qui tourne. Donc on met les cafés il va tourner comme ça. Et après on va réguler les températures et toutes les donnes en fait ici. On va regarder constamment en fait ce qui se passe en fait avec les cafés. Pour regarder les changements des couleurs, pour regarder si on n'est pas en train de brûler en fait le café trop vite.
C'est pour sentir en fait. Je pense qu'on doit être peut-être une dizaine à faire du café de spécialité, à être torréfacteur des cafés de spécialité sur Marseille. Et moi, dont je peux m'en vanter d'être les seuls, c'est que moi, je n'utilise qu'exclusivement du café colombien. Mais non, mais il y a beaucoup de coffee shops maintenant. Beaucoup. Et là aujourd'hui, on est sur un café des Colombiens. Et c'est un café qui vient de la région du Cauca, qui est dans le sud du pays. Et là, tu vas voir les noms du producteur. Ouais. El Pillo, Arboleda, okay. Urrao, Antioquia, Caturra, Chiloso, Lavado. C'est vraiment... là, on a vraiment toute la traçabilité. Là, les numéros du lot, machin, tac, 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 tac. Un grain de café, il est basiquement composé à 70% d'eau. Lorsqu'on a fini, en fait, donc les grains de café, il a perdu toute son eau. Par un phénomène d'inertie, il va gonfler comme un popcorn. Donc c'est parce qu'il n'y a plus d'eau, du coup, en fait, il va craquer et il va gonfler et il va doubler plus ou moins, en fait, des tailles. Et il y a 10 ans, j'ai eu une expérience en restauration, très belle expérience, mais au bout d'un an, je sors extrêmement fatigué. Et extrêmement fatigué de la cuisine. Pour la faire courte, je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait un burn-out. Et à ce moment-là, j'ai fait un voyage. Chez moi. Et je reviens avec l'idée de faire un projet avec lequel je puisse avoir un lien direct avec la Colombie. Et je me rends compte en fait que je viens de la région du café, j'ai fait des siestes sur des sacs de café quand j'étais petit. Ma famille est productrice de café et que en fait ça me paraissait évident. Je me découvre du coup une passion et qui me ramène très vite en fait dans le monde du vin, à savoir que les deux c'est deux boissons fermentées et qui sont capables en fait de transmettre en fait un terroir de façon unique par rapport aux autres fruits. En discutant en fait avec des gens de café, en fait, il y a cette théorie en fait que la consommation des cafés est très liée à l'alimentation des gens. Donc quand on va dans des pays, par exemple, des pays du Nord, les pays scandinaves, en fait, les cafés ils vont être très acides, mais c'est aussi parce que leur alimentation elle est très basée sur des racines. Vers l'Italie, l'amertume, c'est quelque chose qui est très prédominant en fait dans la culture italienne. Et les côtés bitter. Le café, il a une tendance en fait à être beaucoup plus amer. Les Français, quelqu'un de très gourmand. Les Français, ils mangent une tartine avec de la confiture et de la Nutella les matins. Donc c'est du beurre. Donc ce sont des palais qui ont l'habitude en fait de choses beaucoup plus douces. Plus tu torréfies, plus tu vas avoir de l'amertume, moins tu torréfies, plus tu vas avoir de l'acidité. L'idée, c'est pour moi, c'est trouver un juste milieu et faire des cafés plus équilibrés, plus ronds, avec des douceurs. J'ai toujours voulu faire un peu différente. C'est aussi un peu ma marque, ma signature, c'est que je veux faire différent. Je ne cherche pas à faire de la cuisine typique. Ça, c'est des arepas. Les arepas, c'est la base de l'alimentation colombienne. C'est notre pain à nous. C'est une sorte de tortillas avec de la farine de maïs frais. Ça, on prend au petit-déj pour accompagner des soupes. En Colombie,
environ genre une quarantaine des recettes d'arepas différentes. Ça, c'est ma recette. Et après, il y a les tailles qui changent. Ça, c'est une recette genre à moi. Je mets du fromage à l'intérieur et du beurre, côté un peu frenchy. Je n'ai aucun peur à mélanger des piments péruviens avec de la cuisine mexicaine. Je sers des tacos ici et au lieu de mettre une salsa roja à la mexicaine, je veux mettre une salsa à l'ají amarillo qui est vraiment typique et on va dire la base de la cuisine péruvienne. Je ne sers pas la garniture traditionnelle du ceviche péruvien. Je vais jouer avec des crudités et des légumes des saisons en fait en France. Ok, plantain, ok. Et patates douces, tortillas, chili, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire découvrir des nouveaux goûts et pas forcément en fait que les gens ils partent avec une impression de que c'était simplement épicé. Je veux juste en fait ouvrir les palais à des autres goûts en fait. Black mullet for the tourists. En soi, un super poisson pour faire du ceviche. Et ça, je l'ai appris avec David Mijova. C'est David Mijova qui m'a appris à utiliser ces poissons. C'est une chair très ferme, à condition qu'on les fasse dégorger dans beaucoup de sel. Je cherche à faire une cuisine en fait qui me ressemble. Et puis parce que je cherche aussi à adapter ses goûts au palais des Français. Il y a un truc que j'ai complètement oublié de dire, c'est qu'il n'y a pas de Colombie sans musique. Toi qui as vécu là-bas, tu sais que la musique elle est omniprésente partout en fait, et méga forte en fait. Et tout le temps. Et bon, ici au barrio c'est pareil. Comment je me considère? Je me considère comme un franco-colombien. Je vis très bien en fait cette dualité, on va dire. Et maintenant, je me sens encore beaucoup plus chanceux en fait de pouvoir en fait exprimer cette dualité dans ce que je fais. Ce développement en fait, de la cuisine colombienne ces dernières années aussi, il est dû en fait, à la fin d'un conflit armé qui nous a permis d'explorer beaucoup plus en fait, les territoires et accéder en fait, à des ingrédients et des choses dont avant en fait, on ne pouvait pas compter. La Colombie a vécu pendant plus de 60 ans un conflit interne qui s'est fini en 2016 après la signature d'un traité avec une ancienne guérilla. Nous sommes un pays en fait, qui est encore en train de découvrir son territoire. À cause de ces conflits, il n'existait pas des infrastructures qui permettent d'arriver en fait, à ces lieux. Pour donner un exemple, des fois pour arriver quelque part, ça peut prendre plusieurs jours parce qu'il faut prendre la voiture dans un certain point, ensuite marcher, ensuite à cheval et ensuite prendre un bateau en fait. Donc j'ai passé mon adolescence en Colombie et j'ai fait mes études jusqu'au lycée en Colombie. Après le lycée, j'ai fait une année sabbatique pendant laquelle j'ai continué en fait à étudier la langue française, mais aussi à travailler avec ma famille. Et à l'époque, ma famille en fait, elle a des restaurants et des bars en Colombie. Ce qui m'a donné envie en fait, de continuer et faire un parcours en fait, dans la restauration. Après cette année sabbatique, je me retrouve à Paris et j'intègre l'école hôtelière de Paris. Par un choix personnel, j'ai décidé de ne jamais faire plus d'un an dans un établissement. Je suis d'une nature curieuse, donc jusqu'à la création d'El Barrio, ça m'a toujours intéressé en fait, de connaître un peu à tout en fait.
J'ai l'impression que vivre à Marseille, c'est un peu comme vivre à Medellín, mais avec la sécurité sociale. Tu vois, c'est comme un bordel, mais tout marche. Et la particularité, en tout cas, de cette ville, en fait, c'est que c'est une ville très solidaire. Rien à voir avec des autres endroits, en fait, en France. Et ça me rappelle un peu la Colombie. Cette espèce de solidarité et empathie des gens envers les autres qui me semble, en fait, un peu similaire. C'est une ville à porte ouverte, c'est un port magnifique avec toujours en fait énormément des influences qui viennent de partout. Ce qui fait que ça devient un terrain très attractif. C'est un terrain un peu fertile pour des nouvelles idées. Moi, mon idée, c'était de venir ici et m'installer et de me faire connaître en tant que Colombien. Moi, je viens en fait, à l'époque, je viens d'une ville comme Paris où tout le monde est complètement anonyme, peu importe d'où on vient. Ici, il y avait un terrain en fait pour devenir un Colombien à Marseille. En ouvrant ces lieux, je m'aperçois en fait qu'on est beaucoup, mais les procès d'émigration en fait, de tous les gens ne sont pas les mêmes. Tout le monde n'émigre pas pour les mêmes raisons. Il est important en fait de garder des liens, de perdurer une culture. C'est très important en fait pour une diaspora en fait. C'est très important qu'on n'oublie pas en fait d'où on vient. Et à travers des événements culturels, en fait, c'est la meilleure façon en fait, de faire vivre une culture. On ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer, on ne sait pas si on pourra rentrer un jour. Et il est important en fait, de ne jamais perdre en fait, ces liens. Moi, je vois cette dualité en fait, comme une grande chance en fait, de pouvoir compter en fait, sur deux cultures en fait, dans mon quotidien. Et c'est une façon de les partager. De toute façon, peu importe la cuisine qu'on fait, l'idée c'est de partager un moment à travers d'un ingrédient, d'une recette. Et ça c'est beau.